Dans un petit hôpital niché au cœur d'une ville paisible, une grande joie se prépare. Ce matin-là, les rayons dorés du soleil caressent doucement la chambre où tout commence. Fleur, une petite fille attendue avec impatience, pousse son premier cri. Elle est minuscule mais déjà pleine de vie, enveloppée dans une couverture douce ornée de petites fleurs roses. Sa maman, Élise, une femme blonde avec un sourire éclatant, la serre tendrement contre elle. Elle a les yeux encore brillants d'émotion. À côté d'elle, Hugo, le papa, un homme brun avec une barbe naissante, observe la scène avec une fierté qu'il ne peut cacher. Il tend un doigt que Fleur attrape aussitôt de sa petite main. Elle est parfaite, murmure Élise, dans un éclat de lumière presque magique. Les fleurs qui décorent la pièce semblent s'animer, comme si elles célébraient elles aussi cette nouvelle vie. Fleur, leur petite princesse, est là. Le papa et la maman se regardent avec complicité, promettant dans ce silence rempli d'amour de protéger et de chérir leur fille à jamais. C'est ainsi que commence l'histoire de Fleur, dans un monde rempli de douceur, de rire et de fleurs symbolisant l'amour de ses parents. Dans un futur lointain, la Terre était devenue une planète de désolation, ravagée par des guerres et des catastrophes écologiques. Les derniers vestiges de l'humanité avaient été contraints de quitter leur monde natal pour chercher refuge sur Mars. Une planète jadis stérile, mais désormais transformée en une colonie florissante grâce à des avancées technologiques. Parmi les colonisateurs se trouvait Alia, une jeune scientifique passionnée par l'exploration des mystères de Mars. Elle avait grandi en écoutant les histoires de son grand-père sur les merveilles de l'espace et les civilisations perdues. Alia était déterminée à découvrir la vérité sur les anciennes civilisations martiennes, dont les ruines avaient été découvertes sous la surface rouge. Un jour, alors qu'elle explorait une grotte près de la région d'Olympus Mons, Alia fit une découverte incroyable. Un artefact luminescent, pulsant une énergie inconnue. En le touchant, elle fut projetée dans une vision. Une scène d'un passé lointain où des Martiens, humanoïdes et sages, vivaient en harmonie avec leur environnement. Leur technologie était avancée, utilisant l'énergie de la planète sans l'épuiser. Mais cette harmonie fut brisée par une guerre interne. Et les Martiens, incapables de s'unir, disparurent peu à peu. Alia comprit que l'artefact était un appel à l'aide, un moyen de rassembler les humains pour éviter de répéter les erreurs du passé. Elle retourna à la colonie, déterminée à partager sa découverte. Cependant, elle se heurta à la résistance de certains leaders, plus préoccupés par le pouvoir et les ressources que par l'avenir de leur nouvelle maison. Avec l'aide de son ami Kiran, un ingénieur talentueux, Alia organisa un groupe de jeunes colonisateurs prêts à écouter et à agir. Ensemble, ils explorèrent les ruines martiennes, découvrant des technologies anciennes qui pourraient sauver leur colonie. Au fil de leurs aventures, ils rencontrèrent des défis, des tempêtes de sable, des créatures mystérieuses et des factions rivales. Mais grâce à leur détermination et à leur esprit d'équipe, ils réussirent à déchiffrer les secrets des Martiens. Finalement, ils présentèrent leur découverte à la colonie, prouvant que l'unité et la sagesse des anciens pouvaient guider l'humanité vers un avenir meilleur. Alia et Kiran, devenus des leaders respectés, inspirèrent une nouvelle génération à bâtir une société fondée sur la coopération et le respect de la planète. Mars, autrefois une terre de désespoir, devint alors le berceau d'une nouvelle ère, où l'humanité apprit à vivre en harmonie avec les leçons du passé. Dans un petit village enneigé, Nanou et Franck se réveillèrent avec l'excitation qui précède Noël. Les flocons de neige dansaient à l'extérieur, et l'odeur du pain d'épices flottait dans l'air. Aujourd'hui, ils allaient préparer une bûche de Noël pour la cuisine de Francky, le meilleur pâtissier du village. Nanou, une petite fille aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants, était connue pour sa créativité. Elle adorait ajouter une touche de magie à tout ce qu'elle faisait. Franck, son ami, était un garçon jovial avec un large sourire et une passion pour la cuisine. Ensemble, ils formaient une équipe parfaite. « Qu'est-ce qu'on attend ?» s'exclama Nanou, en enfilant son tablier. « Allons chercher les ingrédients. » Ils se dirigèrent vers le marché, où les étals regorgeaient de produits frais. Ils prirent des œufs, de la farine, du chocolat noir et des framboises. Franck, avec son sens de l'humour, plaisanta en disant « Si on ajoute une pincée de magie, cette bûche sera la meilleure du monde. » De retour chez Franck, ils commencèrent à mélanger les ingrédients. Nanou versa la farine avec soin, tandis que Franck battait les œufs avec enthousiasme. Il riait et chantait des chants de Noël en attendant que la pâte cuise au four. « Regarde, ça gonfle comme un nuage !» s'émerveilla Nanou en observant le gâteau dans le four. Une fois la génoise cuite, ils la laissèrent refroidir avant de la garnir de crème au chocolat et de framboises. Nanou décora le dessus avec des petits flocons de sucre et des étoiles en chocolat. « C'est parfait !» s'écria-t-elle, mais soudain, un bruit étrange se fit entendre. C'était leur chat, Mocha, qui avait décidé de s'inviter à la fête. Il sauta sur la table, faisant tomber quelques décorations. « Oh non, Mocha !» s'écria Franck, mais au fond, ils ne purent s'empêcher de rire. Finalement, leur bûche était prête. Ils la portèrent chez Francky, qui les accueillit avec un grand sourire. « Vous avez fait un travail incroyable.
dit-il en admirant leur création. Le soir venu, toute la famille se rassembla autour de la table, émerveillée par la bûche. En la goûtant, des sourires illuminèrent les visages. « C'est la meilleure bûche de Noël que j'ai jamais mangée !» s'exclama Frankie, les yeux brillants. Nanou et Frank échangèrent un regard complice, sachant que cette journée resterait gravée dans leur mémoire, comme un doux souvenir de l'amitié et de la magie de Noël. Dans un petit village entouré de montagnes, vivait un jeune garçon nommé Frankie. Il adorait passer du temps avec sa grand-mère, Mamie Sylvie. Cette dernière était connue pour ses talents culinaires et sa spécialité, la tartiflette. Un matin ensoleillé, Frankie se réveilla avec une idée brillante. « Mamie, aidez à préparer la tartiflette !» exclama-t-il en sautant hors du lit. Mamie Sylvie, avec ses cheveux argentés et ses yeux pétillants de malice, lui répondit en riant « Mais es-tu prêt pour une aventure en cuisine ?» Frankie hocha la tête avec enthousiasme. Ils se mirent donc en route vers le marché local pour acheter les ingrédients. Mamie Sylvie expliqua à Frankie « Il nous faut des pommes de terre, des oignons, et un peu de lard. Chaque ingrédient a son rôle à jouer dans la magie de notre tartiflette. » Une fois au marché, Frankie aida sa grand-mère à choisir les plus belles pommes de terre, à sentir les oignons frais et à discuter avec le fromager, qui lui montra comment choisir le meilleur reblochon. Frankie était émerveillé par la variété des couleurs et des odeurs. De retour à la maison, Mamie Sylvie montra à Frankie comment éplucher les pommes de terre et émincer les oignons. La cuisine est comme une danse, essayait de suivre le rythme de sa grand-mère. Lorsque tout fut prêt, ils commencèrent à superposer les ingrédients dans un grand plat. Maintenant un peu de crème et le fromage par-dessus, écria Mamie Sylvie, impatient de goûter à leur création. Ils s'assirent ensemble, attendant avec impatience que l'odeur délicieuse embaume la maison. Pourquoi la tartiflette est-elle si spéciale ? Parce que chez César, le minuteur sonna. Mamie Sylvie ouvrit le four et un parfum irrésistible envahit la cuisine. Ils servirent la tartiflette fumante dans des assiettes. C'est la meilleure tartiflette du monde, autour d'une délicieuse tartiflette. Il était une fois dans un village enneigé, le Père Noël, un homme jovial avec une longue barbe blanche et un manteau rouge éclatant. Chaque année, il se préparait avec soin pour la nuit magique de Noël. Mais cette année, une petite fleur nommée Fleur, qui poussait timidement près de son atelier, avait une demande spéciale. Fleur était une fleur de neige, délicate et brillante, qui se sentait un peu triste car elle voyait tous les autres sapins et décorations se préparer pour les festivités, tandis qu'elle restait seule. Elle rêvait de voir le monde, de voyager avec le traîneau du Père Noël. Un matin, alors que le Père Noël nourrissait ses rennes avec des carottes croquantes et du foin frais, Fleur s'approcha timidement. « Bonjour, Monsieur Noël », dit-elle d'une voix douce. « J'aimerais tant voyager avec vous cette année. » Le Père Noël, surpris par la petite Fleur qui parlait, s'accroupit pour mieux l'écouter. « Pourquoi voudrais-tu voyager, petite Fleur ? J'ai vu tant de choses merveilleuses dans mes rêves, mais je n'ai jamais quitté cet endroit. J'aimerais partager la magie de Noël avec tous ceux qui n'ont jamais vu de neige, » répondit-elle avec des pétales qui scintillaient sous la lumière. Touché par son désir, le Père Noël réfléchit un moment. « Très bien, Fleur, je vais te prendre avec moi, mais d'abord, tu dois te préparer. » Ensemble, ils décorèrent le traîneau avec des guirlandes de neige et des étoiles brillantes. Fleur se blottit dans un panier en osier, entouré de 12 pailles. La nuit de Noël, lorsque les rennes s'élancèrent dans le ciel étoilé, Fleur se sentit légère comme une plume. À chaque arrêt, elle voyait des visages émerveillés. Les enfants riaient, les familles se rassemblaient. Et Fleur, de sa voix douce, racontait des histoires de magie et d'amour. Elle faisait danser les flocons de neige autour d'eux, apportant un peu de son éclat dans leur cœur. Quand le voyage prit fin, le Père Noël remercia Fleur. « Grâce à toi, cette nuit a été encore plus spéciale. Tu as apporté de la lumière là où il n'y en avait pas. » Fleur, bien que fatiguée, se sentait heureuse. Elle avait réalisé son rêve et semé la joie autour d'elle. En rentrant au village, elle savait qu'elle serait toujours une partie de cette magie de Noël, même si elle restait à jamais dans son petit coin de neige. Et c'est ainsi que le Père Noël et Fleur devinrent de grands amis, partageant ensemble la magie des fêtes pour les années à venir. Il était une fois dans le vaste pays du pôle Nord, un renne nommé Rudolph. Rudolph était différent des autres rennes, non seulement à cause de son nez rouge brillant qui illuminait la nuit, mais aussi à cause de son cœur généreux. Chaque année, il aidait le Père Noël à préparer les cadeaux pour les enfants du monde entier. Cependant, cette année-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Un matin froid et ensoleillé, alors que la neige scintillait sous le soleil, Rudolph décida de sortir pour se dégourdir les pattes. En s'aventurant plus loin que d'habitude, il découvrit une petite clairière où il rencontra un jeune garçon nommé Erwan. Erwan était un enfant curieux, avec des yeux pétillants de joie et un sourire contagieux. Il était en train de construire un bonhomme de neige, et quand il aperçut Rudolph, il ne put s'empêcher de s'exclamer « Regarde, un vrai renne !» Rudolph, flatté par l'émerveillement d'Erwan, s'approcha doucement. « Bonjour, petit ami » dit-il avec une voix douce. «
Que fais-tu ici tout seul? Erwan, les joues rosies par le froid, répondit, je construis un bonhomme de neige pour Noël, mais je n'ai pas de vrai ami pour jouer avec moi. Rudolf, touché par la tristesse d'Erwan, eut une idée. Que dirais-tu de m'accompagner au village du Père Noël? Je suis sûr qu'il y a plein d'enfants qui adoreraient te rencontrer. Les yeux d'Erwan s'illuminèrent. Vraiment? Je peux venir avec toi? S'exclama-t-il, plein d'excitation. Avec un hochement de tête, Rudolf invita Erwan à grimper sur son dos. Ensemble, ils s'envolèrent dans les cieux étoilés, le vent frais caressant leur visage. Ils arrivèrent bientôt au village du Père Noël, où la magie de Noël était partout. Les elfes s'affairaient à préparer les jouets, et les reines broutaient joyeusement dans la neige. Erwan était émerveillé. Il se mit à courir partout, riant et jouant avec les elfes. Rudolf, heureux de voir son nouvel ami si joyeux, décida de lui montrer le traîneau du Père Noël. Quand ils arrivèrent, le Père Noël, avec son grand sourire chaleureux, les accueillit. « Bienvenue, Erwan. J'ai entendu parler de toi grâce à Rudolf. » Erwan ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Le Père Noël lui offrit un petit cadeau, un pendentif en forme de cœur, symbole d'amitié. « Chaque fois que tu regarderas ce pendentif, souviens-toi que l'amitié est le plus beau des cadeaux, lui dit-il. » La journée passa dans la joie et les rires, et lorsque le soleil commença à se coucher, Rudolf et Erwan prirent le chemin du retour. Erwan avait appris que l'amitié pouvait surgir des endroits les plus inattendus, et il avait maintenant un ami spécial, un renne au nez rouge. En rentrant chez lui, Erwan savait que chaque Noël serait désormais rempli de magie, non seulement à cause des cadeaux, mais aussi à cause de l'amitié qu'il avait trouvée. Et Rudolf, le renne du Père Noël, avait gagné un ami pour la vie. Dans l'immensité d'un ciel infini, une âme lumineuse flottait devant Dieu, éclatante de pureté. Elle s'appelait Mira. Curieuse, Mira demanda doucement, « Seigneur, pourquoi m'as-tu créé ?» Dieu, avec un sourire empreint de tendresse, répondit, « Mira, je t'ai créé pour aimer et illuminer le monde. Ta lumière peut toucher des vies et semer l'espoir. » Mira hésita. « Mais Seigneur, et si je faiblis ? Si ma lumière s'éteint ?» Dieu lui montra une goutte d'eau qui tombait dans un océan. « Regarde cette goutte. Elle semble petite, mais sans elle, l'océan ne serait pas complet. Toi aussi, même dans tes moments de doute, ta lumière fait partie d'un plan plus grand. » Mira hocha la tête, touchée par ces mots. Dieu posa alors une main douce sur elle. « N'oublie jamais, Mira, chaque sourire que tu offriras, chaque main que tu tendras, portera une parcelle de ma lumière, et quand tu douteras, je serai là, toujours. » Mira partit avec courage, sachant que son voyage terrestre, aussi bref ou difficile soit-il, avait un sens. Et à chaque acte de bonté, sa lumière éclairait un peu plus le monde. Quand elle revint enfin à Dieu, il l'accueillit avec une joie infinie. « Tu as bien fait, Mira, grâce à toi, des cœurs ont retrouvé leur chemin. » Et c'est ainsi que l'âme pure de Mira devint une étoile éternelle, brillant dans l'univers pour inspirer à jamais. Dans un petit village entouré de champs verdoyants, vivaient deux amies inséparables, Sylvie et Émilie. Émilie était une petite fille aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants de curiosité. Elle adorait explorer la nature et découvrir de nouvelles choses. Elle rêvait de préparer les plats les plus délicieux pour ses amis. Sylvie avait des cheveux lisses et longs, et une passion pour la cuisine. Un matin ensoleillé, Sylvie invita Émilie à venir chez elle pour préparer une omelette. « Il nous faut des œufs frais », exclama Sylvie. Émilie, enthousiaste, allait chercher les œufs chez la fermière Margot, qui avait des poules réputées pour pondre les meilleurs œufs du village. Les deux amies prirent la route en riant et en chantant. Elles admirèrent les fleurs colorées qui parsemaient le chemin et écoutèrent le chant des oiseaux. « Regarde !» écria Sylvie en pointant du doigt un papillon aux ailes éclatantes. Elles arrivèrent à la ferme de Margot. La fermière les accueillit avec un sourire chaleureux. « Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Sylvie expliqua leur quête leur montra le poulailler avec leurs plumes brillantes. « Soyez douces et respectueuses. » Sylvie et Émilie entrèrent prudemment dans le poulailler, leur cœur battendaient. Sylvie trouva un œuf, elles avaient une douzaine d'œufs bien chauds sous leurs mains. Dirent-elles en chœur. En rentrant chez Sylvie, Sylvie se mit au travail. Émilie, omelette fut prête, les yeux brillants La première bouchée fut un délice, ai jamais mangé, écria Émilie, fière de son plat. Ce jour-là, amitié et la collaboration rendaient chaque moment spécial. Elles avaient non seulement préparé un repas, et une jeune fille nommée Aurore. Aurore avait les cheveux dorés comme les rayons du soleil et des yeux pétillants de curiosité. Chaque jour, aventurait dans les bois, rêvant de découvrir des créatures magiques et des trésors cachés. Un matin, elle se promenait près d'un ruisseau scintillant. Aurore entendit un doux murmure. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à une clairière lumineuse où elle découvrit une petite grenouille, nommée Bouddha. Bouddha avait une peau verte éclatante et des yeux brillants comme des étoiles. Elle était connue dans tout le royaume pour sa sagesse et sa gentillesse, mais aussi pour son rêve de devenir une belle princesse. « Bonjour, petite grenouille » exclama Aurore, « que fais-tu ici ?»« Bonjour » répondit Bouddha avec un sourire.
Je rêve de trouver un baiser magique qui me transformera en princesse, mais je ne sais pas où le chercher. Aurore, touchée par le souhait de Bouddha, décida de ensemble, aventure et chercher ce baiser magique. Les deux amies se mirent en route, traversant des forêts denses et des prairies fleuries. Elles rencontrèrent des créatures fantastiques, un hibou sage qui leur parla des étoiles, un cerf majestueux qui les guida à travers les sentiers, et même un groupe de fées qui dansaient autour d'une flamme scintillante. Après de nombreuses péripéties, elles arrivèrent devant une magnifique cascade, où l'eau dansait comme des diamants sous le soleil. Aurore se souvint d'une légende que le baiser magique se trouve là où leur regarde. Peut-être que ceux ensemble approchèrent du rocher. Aurore ferma les yeux et déposa un tendre baiser sur la tête de Bouddha. À cet instant, une lumière éclatante les enveloppa. Lorsqu'Aurore ouvrit les yeux, elle vit que Bouddha avait été transformé en une magnifique princesse, vêtue d'une robe étincelante. Merci, Aurore, dit Bouddha, ton amour et ta gentillesse ont réalisé mon rêve. Les deux amies se serrèrent dans les bras, sachant que leur amitié était le véritable trésor qu'elles avaient découvert. Ensemble, elles retournèrent au village, prêtes à partager leur incroyable histoire et à vivre car dans la magie de l'El tout était possible. Dans un lointain royaume, au cœur des montagnes verdoyantes, vivait un prince nommé Siddhartha, fils d'un roi puissant. Il était entouré de richesses et de plaisirs, mais un vide inexplicable le rongeait. Chaque jour, il observait la vie de son peuple, et chaque nuit, il rêvait de comprendre la souffrance humaine. Un jour, en se promenant dans les jardins du palais, Siddhartha aperçut un vieil homme, un malade et un mort. Ces rencontres le bouleversèrent. Il réalisa que la vie était éphémère et que la souffrance était inévitable. Déterminé à trouver un sens à tout cela, il quitta le palais, laissant derrière lui sa famille et sa vie dorée. Siddhartha erra pendant des années, apprenant des sages et pratiquant la méditation. Il se lia d'amitié avec un groupe de moines qui, comme lui, cherchaient l'illumination. Ensemble, ils partageaient des histoires, des rires et des larmes. Mais malgré tous ses efforts, Siddhartha ne trouvait toujours pas la paix intérieure. Un jour, assis sous un grand arbre, il se mit à méditer intensément. Les heures passèrent, et alors que la lune se levait, une lumière éclatante l'enveloppa. Il comprit enfin que la souffrance était liée à l'attachement, et que la véritable paix résidait dans le lâcher-prise. À cet instant, il devint Bouddha, l'éveillé. En tant que Bouddha, il parcourut les villages, enseignant aux gens la voie de la compassion, de la sagesse et de la paix. Ses paroles résonnaient dans le cœur de tous, transformant la douleur en espoir. Les gens venaient de loin pour écouter ses enseignements, et peu à peu, un mouvement de paix se répandit dans le royaume. Siddhartha, devenu Bouddha, avait trouvé son but, aider les autres à comprendre la nature de la souffrance et à embrasser la voie de l'éveil. Son histoire, empreinte de sagesse et de bienveillance, perdura à travers les âges, inspirant des millions de cœurs à chercher la lumière en eux-mêmes. Dans une forêt luxuriante, où les arbres dansaient au rythme du vent, et où les ruisseaux chantaient des mélodies douces, vivait un ours nommé Gaston. Était pas un ours ordinaire, il avait un talent rare pour la cuisine. Un jour, alors que le soleil se levait sur la clairière, Gaston décida de préparer un repas spécial pour ses amis. Il avait entendu parler d'un fromage bleu, le Roquefort, réputé pour sa saveur intense et crémeuse. Il savait que ce fromage ferait un excellent accompagnement pour un succulent steak qu'il avait déniché au bord d'un ruisseau. Gaston se mit au travail. Il rassembla des herbes fraîches, des champignons sauvages et quelques légumes colorés. Il alluma un feu dans une petite clairière, odeur du bois brûlant se mêlant à celle des ingrédients que pendant que le steak grillait, occupa de la sauce au Roquefort. Il mélangea le fromage avec de la crème, un soupçon de miel et des herbes, créant une concoction onctueuse et parfumée. Ses amis, Léon le lièvre, Émilie la fouine et même Grégoire le hibou, tous étaient curieux de savoir ce que préparait Gaston. Lorsque le steak fut prêt, il le dressa avec soin sur une grande feuille de platane, ajoutant la sauce au Roquefort par-dessus, et décora le tout avec des fleurs sauvages. Voilà, mes amis, s'écria Gaston avec fierté. Un festin pour célébrer notre amitié. Tous s'assirent autour de lui, les yeux brillants dès la première bouchée, un silence ébahisse. Le mélange de saveurs était exquis, et chacun se régala, riant et partageant des histoires tout en savourant le plat. Ce jour-là, l'amitié de Gaston et de ses compagnons se renforça autour de tout comme les histoires que l'on se racontait au coin du feu. Et ainsi, Gaston Lourd devint non seulement un chef renommé, mais aussi le cœur chaleureux de la forêt, où chaque repas était une célébration de la vie et de l'amitié. Dans un petit village enveloppé par la neige, Mathilde, une jeune fille aux cheveux châtains et aux yeux pétillants de curiosité, se préparait pour Noël. Passionnée par la pâtisserie, était impatiente de réaliser cette délicieuse œuvre d'art. Mathilde se leva tôt ce matin-là, le soleil à peine levé, et se dirigea vers la cuisine. Sur le comptoir, les ingrédients l'attendaient, farine, œufs, chocolat noir, et une touche de crème de marron. Sa grand-mère, Marguerite, une femme au sourire chaleureux et aux mains ridées par le temps, entra dans la cuisine. Elle avait toujours été la mentor pâtissière de Mathilde. « Mathilde, ma chérie, amour dans ta préparation, lui dit-elle en lui caressant la tête.
Les deux femmes se mirent au travail. Marguerite montra à Mathilde comment séparer les blancs des jaunes avec délicatesse. Comment fouetter le mélange jusqu'à obtenir une texture légère et aérienne. Ensemble, elles riaient, partageant des souvenirs de Noël passé, de l'odeur des sapins et des rires des enfants. Alors que la pâte cuisinait au four, Mathilde se mit à imaginer la décoration de la bûche. Elle voulait créer un petit monde magique, et si on ajoutait des étoiles en sucre? Marguerite approuva. Mathilde sortit la génoise du four, et elle la laissa refroidir avant de l'étaler avec une généreuse couche de crème au chocolat, la transformant en une bûche parfaite, en ajoutant les décorations. Le soir de Noël, la bûche trônait fièrement au centre de la table, entourée de bougies scintillantes. La famille de Mathilde s'assembla, amour et de joie. Quand elle coupa la première part, la génoise moelleuse et la crème fondante enchantèrent tous les convives. Mathilde, les joues rosies par la regarda sa grand-mère. Ce Noël, la bûche n'était pas seulement un dessert, mais un symbole d'amour, de tradition et de souvenirs partagés. Dans ce petit village, au cœur de l'hiver, Mathilde avait réussi à créer un moment magique, une histoire à savourer pour les générations à venir. Émilie se leva ce matin-là avec une excitation palpable dans l'été. Le 1er décembre, trônait sur la table de la cuisine. Elle attendait avec impatience de découvrir les surprises cachées derrière les petites portes en carton. Approcha du calendrier, son cœur battant la chamade. En ouvrant la première porte, un éclat de lumière jaillit, illuminant la pièce. Émilie plissa les yeux, elle découvrit un petit trésor, un pendentif en forme de flocon de neige. Une douce voix résonna dans son esprit, « Émilie, il renferme un pouvoir magique. » La fillette se sentit réconfortée par la voix. Elle se rappela les histoires que sa grand-mère lui racontait sur les flocons de neige qui pouvaient exaucer des vœux. « Que pourrais-je souhaiter ?» Elle murmura son vœu tout en tenant le flocon contre son cœur. Une brise légère souffla à travers la pièce, illumina encore plus intensément. Émilie se sentit soudain transportée dans un monde féerique. Émilie se mit à danser avec eux, chaque enfant avait une histoire unique. Elle comprit alors que la véritable magie de Noël résidait dans les liens que l'aide dans la chaleur des cœurs unis. Quand elle retourna chez elle, Émilie savait que chaque jour, la magie de Noël n'était pas seulement dans les cadeaux. Dans un petit village enneigé, où les flocons dansaient comme des étoiles filantes, vivait une jeune fille nommée Lily. Curieuse et pleine de vie, elle adorait explorer les forêts environnantes, rêvant d'aventures et de rencontres extraordinaires. Chaque Noël, elle se perdait dans ses pensées, imaginant le Père Noël et ses reines parcourant le ciel nocturne. Un matin, alors que Lily se promenait dans la forêt, elle aperçut une lueur dorée émanant d'un buisson. Intriguée, elle s'approcha et découvrit un magnifique renne aux yeux brillants comme des émeraudes. C'était le renne du Père Noël, avec un pelage aussi blanc que la neige fraîche. Il semblait perdu et inquiet. « Bonjour, petit renne !» s'exclama Lily, le cœur battant d'excitation. « Que fais-tu ici tout seul ?» Le renne, d'une voix douce et mélodieuse, répondit « Je m'appelle Étoile, et je suis en quête d'un moyen de retourner au pôle Nord. J'ai été séparée de mes compagnons lors d'une tempête de neige. » Lily, touchée par son histoire, décida de l'aider. Ensemble, ils parcoururent la forêt, cherchant des indices. Ils rencontrèrent des animaux amicaux qui leur offrirent leur aide, un hibou sage qui leur indiqua la direction, et un groupe de lapins qui leur apporta des provisions. Au fil de leur aventure, Lily et Étoile tissèrent un lien spécial. Ils partagèrent des rires, des histoires et des rêves. Lily apprit que la magie de Noël ne résidait pas seulement dans les cadeaux, mais aussi dans l'amitié et la solidarité. Finalement, ils atteignirent un sommet surplombant la vallée. Étoile, reconnaissant, leva la tête vers le ciel étoilé. « Je peux sentir le chemin du retour, mais je ne pourrai jamais oublier cette journée. » Lily sourit, le cœur rempli de joie. « Tu es toujours le bienvenu ici, Étoile. N'oublie pas que l'amitié est le plus beau des cadeaux. » Avec un dernier regard complice, Étoile s'envola dans les cieux, laissant derrière lui une traînée d'ailes. Lily rentra chez elle, le cœur léger, sachant qu'elle avait vécu une aventure inoubliable et que la magie de Noël vivait en elle pour toujours. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, un homme nommé Éloi. Éloi était un forgeron réputé, connu pour sa force et son habileté à façonner le métal. Cependant, il portait en lui un secret lourd, il était le dernier descendant d'une lignée de demi-dieux, héritier d'un pouvoir ancien et oublié. Un jour, alors qu'il travaillait dans sa forge, une lumière éblouissante envahit son atelier. De cette lumière émergea une déesse, Lysandra, belle et majestueuse, avec des cheveux d'or et des yeux d'un bleu profond. Elle expliqua à Éloi qu'un mal ancien menaçait le monde, et qu'il était le seul capable de l'affronter grâce à son héritage divin. Éloi, d'abord sceptique, se laissa convaincre par la détermination de Lysandra. Elle lui révéla que son ancêtre, un héros autrefois vénéré, avait forgé une épée magique capable de vaincre les ténèbres. Cette épée, nommée Solstice, était cachée dans la grotte des Échos, protégée par des créatures mythiques. Accompagné de Lysandra, Éloi entreprit un voyage périlleux à travers des forêts enchantées et des montagnes escarpées. Ils rencontrèrent des êtres fantastiques, des fées espiègles, un griffon sage et un dragon aux écailles d'argent.
chacun leur offrant des épreuves pour tester leur courage et leur détermination. Après de nombreuses aventures, ils atteignirent enfin la grotte des Échos. À l'intérieur, des ombres dansaient sur les murs, murmurant des secrets oubliés. Éloi, armé de son courage et de l'amour de Lysandra, affronta les créatures gardiennes. Grâce à son intelligence et à son héritage, il réussit à les convaincre de sa valeur et obtint l'accès à l'épée. Avec Solstice en main, Éloi et Lysandra retournèrent au village. Le mal, sous la forme d'une obscurité rampante, approchait. Éloi, désormais conscient de sa véritable force, se tenait prêt. Avec un cri de guerre, il brandit l'épée, et une lumière éclatante jaillit, repoussant les ténèbres. Le village, sauvé, célébra Éloi comme un héros. Mais plus que cela, il avait découvert sa véritable identité et son destin. Lysandra, à ses côtés, lui promit que tant que le courage et l'amour perdureraient, leur légende vivrait à jamais dans les cœurs des hommes. Dans une ville où les ombres dansent au crépuscule, un homme, Julien, se retrouve au cœur d'un mystère troublant. Ancien policier, il a quitté la force après une affaire qui l'a hanté. Mais une nuit, il reçoit un appel anonyme, une voix rauque lui murmure « Tu dois retrouver ce qu'il a perdu ». Intrigué et inquiet, Julien se lance dans une enquête qui le plonge dans les recoins les plus sombres de la ville. Julien, la quarantaine, est un homme au visage marqué par le temps et les regrets. Ses yeux, d'un bleu perçant, trahissent une intelligence aiguisée, mais aussi une mélancolie profonde. Il est déterminé, mais la peur de revivre ses démons le paralyse parfois. En scrutant les rues, il retrouve des visages familiers, des amis d'autrefois, mais aussi des ennemis cachés. Sa quête le mène à une galerie d'art, où il croise Claire, une artiste mystérieuse dont les œuvres évoquent des émotions intenses. Claire, passionnée et énigmatique, cache elle aussi un lourd secret. Elle devient son alliée, mais leur relation est teintée de méfiance. Ensemble, ils découvrent un réseau criminel qui utilise l'art comme couverture pour des activités illégales. Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans cette toile d'araignée, Julien reçoit des menaces. Des ombres le suivent, et chaque pas qu'il fait le rapproche du danger. Une nuit, alors qu'il rentre chez lui, il est attaqué par un homme masqué. Dans une lutte acharnée, il parvient à le désarmer. Mais l'inconnu lui laisse un message, ne cherche pas plus loin, ou tu le regretteras. Au fur et à mesure que l'étau se resserre, Julien découvre que la clé de ce mystère repose sur un tableau volé, un chef-d'œuvre d'un artiste disparu. Ce tableau, gardé par une société secrète, pourrait révéler des vérités que certains préfèrent garder enfouies. Avec Claire à ses côtés, ils s'introduisent dans une exposition clandestine, où la tension atteint son paroxysme. Alors qu'ils s'apprêtent à dévoiler la vérité, une trahison inattendue survient. Claire, tiraillée entre loyauté et survie, fait un choix qui changera le cours de leur enquête. Dans un dernier affrontement, Julien doit faire face à son passé, à ses peurs, et à ceux qui sont prêts à tout pour protéger leurs secrets. Dans le noir, alors que les sirènes résonnent au loin, Julien comprend que la vérité a un prix. Et parfois, il est plus dangereux de chercher que de rester dans l'ombre. Dans un petit village enneigé, où les flocons dansaient comme des étoiles tombées, Sylvie se tenait dans sa cuisine chaleureuse, entourée de l'arôme sucré des épices de Noël. Les murs étaient ornés de guirlandes scintillantes, et une douce mélodie de chants de Noël flottait dans l'air. Aujourd'hui était un jour spécial, c'était l'anniversaire d'Émilie. Émilie, une fillette aux boucles dorées et aux yeux pétillants de curiosité, venait d'atteindre ses 10 ans. Elle était pleine d'énergie et d'imagination, toujours prête à explorer le monde qui elle. Sylvie, bien qu'occupée à préparer des biscuits, ne pouvait s'empêcher de sourire en pensant à la joie que son cadeau allait apporter à sa fille. « Maman, puis-je t'aider ?» demanda Émilie, entrant dans la cuisine avec un grand sourire. Ses petites mains étaient couvertes de farine, témoignant de ses propres aventures culinaires. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Sylvie en riant. « Viens, nous allons faire des étoiles en pain d'épices. » Ensemble, elles mélangèrent la pâte, Émilie ajoutant une pincée de cannelle ici, une cuillère de miel là. Les rires résonnaient dans la cuisine, créant une mélodie douce qui se mêlait à celle des chants. Chaque coup de rouleau à pâtisserie était une promesse de bonheur, chaque découpe d'étoiles une petite victoire. Émilie était émerveillée de voir comment la pâte se transformait sous leurs mains. « Regarde, maman, une étoile filante !» s'exclama-t-elle en tenant fièrement une forme délicate. Sylvie la regarda avec tendresse, réalisant à quel point ces moments simples étaient précieux. Alors qu'elles enfournaient les biscuits, Sylvie sortit une boîte décorée, remplie de souvenirs. C'était une boîte magique, où elle avait conservé des lettres, des dessins et des petits trésors d'Émilie depuis sa naissance. Tu sais, ma chérie, chaque biscuit que nous faisons aujourd'hui est comme un souvenir que nous créons ensemble. Émilie, avec des yeux ronds d'émerveillement, demanda, est-ce qu'on peut mettre un biscuit dans la boîte ? Bien sûr, répondit Sylvie, touchée par l'idée. Chaque année, nous ajouterons un biscuit pour célébrer ton anniversaire. Lorsque les biscuits furent enfin prêts, la maison était remplie d'un parfum enivrant. Elles les décorèrent avec du glaçage coloré et des paillettes comestibles, transformant chaque étoile en une œuvre d'art.
Émilie, impatiente, suggéra de les offrir à leurs voisins, répandant la joie de leur cuisine à travers le village. Le soir venu, Sylvie et Émilie organisèrent une petite fête. Les voisins, attirés par les odeurs délicieuses, arrivèrent avec des sourires et des rires. Les biscuits, partagés avec amour, devinrent le symbole de leur bonheur partagé. En regardant Émilie souffler ses bougies, Sylvie réalisa que ces moments de complicité et de partage étaient le véritable cadeau de Noël. Dans le cœur d'Émilie, elle savait qu'elle avait semé les graines de l'amour, de la créativité et de la joie, des valeurs qui brilleraient comme des étoiles dans son avenir. Liam était un petit garçon de 8 ans, aux yeux pétillants de curiosité et au sourire contagieux. Ce jour-là, était son anniversaire, un jour qu'il attendait avec impatience depuis des semaines. Le matin de son anniversaire, Liam se réveilla avec une excitation palpable. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant sa chambre décorée de ballons et de guirlandes. En descendant les escaliers, il trouva son père dans la cuisine, préparant des crêpes. L'odeur sucrée emplit l'air, ajoutant à la magie du moment. « Joyeux anniversaire, mon petit champion !» exclama Marc en voyant son fils. Liam se jeta dans ses bras, heureux. Après un copieux petit déjeuner, Marc lui annonça la surprise. Les yeux de Liam s'illuminèrent alors qu'il réalisait ce que cela signifiait. Ils prirent la route, le cœur battant d'excitation. Arrivé au circuit, Liam ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Une Ferrari rouge éclatante, brillante sous le soleil. Son père lui expliqua que c'était un moment spécial, un rêve devenu réalité. Ils rencontrèrent le pilote, un homme charismatique qui accueillit Liam avec un grand sourire. Prêt pour l'aventure ? Liam hocha la tête, incapable de contenir sa joie. En montant dans la voiture, il sentit son cœur s'emballer. Le moteur rugit, et la voiture s'élança sur la piste. Le vent fouettait son visage, et chaque virage était une explosion de sensations. Marc, assis à côté de lui, partageait cette expérience unique, son regard brillant de fierté. Après le tour, Liam était encore sous le choc. C'était incroyable. Papa, merci. Ses yeux brillants de bonheur. Marc l'enlaça, heureux de voir son fils si épanoui. Ce moment resterait gravé dans leur mémoire, un symbole de leur lien indéfectible. En rentrant chez eux, Liam savait qu'il avait vécu quelque chose de spécial. Ce n'était pas seulement le tour en Ferrari qui comptait, mais le temps passé avec son père. Les rires partagés et l'amour inconditionnel qui les unissaient. Ce jour-là, Liam avait appris que les plus beaux souvenirs se créent ensemble, et que chaque instant partagé est un trésor à chérir. Donc nous sommes à peu près à 10 minutes, on va dire. Donc voilà le rendu que je voulais que ça fasse, que la mozzarella fonde un peu. Et donc, j'ai hâte de goûter ce soir. Donc voilà, bon appétit. Bonjour famille, amis et youtubeurs. Je vais improviser une petite recette aujourd'hui. Après, je sais pas dans quel sens que je vais la faire. Mais donc, viande hachée, pommes de terre, navets, courgettes et quelques carottes. Ça, c'est facultatif. Je ne sais pas si je les mettrai. Donc, je verrai au fil de la recette. Donc, voilà. C'est parti. Je vais commencer par la viande. Par la viande. Donc, je vais faire revenir la viande avec un peu d'huile d'olive et de beurre. On va la faire revenir. Je vais peut-être mettre un oignon. Ouais. Je vais émincer un oignon entre temps. Alors du coup j'ai changé d'avis, donc je vais pas les émincer. Je vais les mixer quelques secondes et après je les mettrai à rissoler un petit peu avant de mettre la viande. Donc voilà, c'est vraiment pas très fin, grossier. Donc voilà, je vais peut-être les laisser dorer un tout petit peu. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc je vais commencer à ajouter la viande.
salé. Poivré. Alors, je vais pas la saisir entièrement. Je vais vraiment je vais l'arrêter d'ici quelques secondes parce qu'elle finira de cuire avec le restant de la préparation. Donc j'ai réservé la viande. Elle servira vraiment tout à l'heure. Là, je vais mettre à bouillir de l'eau et préparer mes légumes. Donc là, je vais éplucher mes pommes de terre, mon navet et mes courgettes. Donc je recommence. Je vais éplucher mes pommes de terre et mon navet. Laver la courgette et la couper en rondelles. Et les carottes, je ne sais toujours pas. Donc déjà, je vais m'occuper des pommes de terre, du navet et de la courgette. Donc du coup, j'ai coupé les navets. En fait, je vais couper mes légumes en rondelles. Et je vais me servir de... je vais prendre que 3 carottes. Du coup, sur les 6 que j'avais sortis, je vais en prendre que 3. Donc voilà, je continue. Là, je vais couper les rondelles. Rincer mes carottes et ma courgette. Et je finis donc cette préparation-là. Donc j'ai mis un bouillon de légumes. Donc je vais commencer à placer mes légumes. C'est chaud. Attention de ne pas couper les doigts. Donc c'est vraiment la taille de carotte que je recherchais en fait. Voilà. Donc pour la cuisson c'est un peu mieux. Et donc là je vais les rajouter aux légumes qui sont déjà en train de se faire brûler la peau, je crois. Jolie fleur. Donc voilà, je vais laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit vraiment quasi cuit. Je rajoute pas de sel ni de poivre parce que j'ai mis un bouillon de légumes. J'assaisonnerai au moment du dressage, je pense. Et je pense savoir aussi comment je vais préparer ça. Donc j'ai préparé une sauce tomate avec de la crème fraîche. Du coup, je vais mettre ma préparation dans des plats individuels. Ce sera plus facile au montage. Et donc là, les légumes sont toujours en train de cuire. Mais bon, je pense que je vais pas tarder à les arrêter. Et comme je vais passer ça un peu au four, avec un peu de mozzarella dessus. Donc... mais ça sent extrêmement bon. Et donc voilà. J'ai coupé le navet aussi en rondelles.
Il est où le navet? Voilà, il est là. Et ici, toi. Voilà. Hein, il commence à être vraiment bien translucide. Donc, pareil pour les pommes de terre, les courgettes. Donc, bah, les carottes, à mon avis, je pense qu'elles sont déjà, comme on dit, cuites. On va goûter ça. Juste croquante à souhait. Donc, je pense que je laisse encore comme ça 10 minutes, je pense. Après, je coupe tout, je laisse refroidir un peu pour pas me brûler les pattes. Et après, je passerai au montage. Donc voilà. Donc là. J'enlèverai le reste à la main. Donc je vais passer au dressage. Donc je vais mettre une cuillère de sauce tomate crème fraîche dans le fond du plat. En tout, j'ai 3 plats. Et comme j'ai besoin de la place, voilà, je mettrai une couche de légumes, une couche de viande. En fait, oui, je pense que le résultat va être super, super. Donc voilà ce que ça donne. Je trouve déjà le rendu pas trop mal. Donc je vais rajouter la viande. Après, le but c'était pas de rajouter des couches et des couches de légumes, hein, bien sûr. Donc là, je vais dresser ma viande sur les légumes. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai rempli la viande. Après, bien sûr, quand on dit plat individuel, oui, ce sont des plats individuels, mais généralement, c'est des plats où on mange à deux, hein, forcément. Donc, mais après, pour les gros mangeurs, donc voilà, un suffit. Pour les petits mangeurs, à deux, c'est très très bien. Donc, je vais rajouter de la mozzarella que je n'ai pas encore préparée. Et je vais vraiment mettre ça au four, pas très longtemps, hein, c'est vraiment histoire d'avoir un petit crémeux derrière. Donc voilà, je vais peut-être rajouter un petit peu de sauce, puisqu'il m'en reste. Mais vraiment léger. Salé poivré. Et puis ça va peut-être partir au four juste 10 minutes, quoi, pas plus. Donc voilà, bah, je vais mettre mes plats au four. Peut-être les mettre séparément. On va voir si je peux rentrer les 3. Ouais, si ça devrait être bon. Ok. Ouais, à peu près, on va dire 10 minutes. Hein. C'est vraiment histoire de dire que ça fonde un peu, mais voilà, sans que ce soit doré. Bonjour famille, amis et youtubeurs. Aujourd'hui, je vais faire un cake thon catalane chèvre courgette. Donc j'ai besoin de 180 de farine, levure chimique, 3 œufs, 10 centilitres de lait, 200 g de bûche que je vais couper en dés et la courgette coupée en rondelles. Donc voilà, c'est parti pour la recette. À tout de suite. Donc je vais venir couper en fines rondelles. Après, donc du coup, j'ai pris mon appareil. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir. Ouais, super. Il faut que je les fasse en fines rondelles. Donc mes rondelles de courgettes sont prêtes. J'ai préchauffé ma poêle. Je vais y mettre un peu d'huile, un peu de beurre. Je vais laisser chauffer un peu. Je vais venir après les rissoler une dizaine de minutes. Donc je vais venir ajouter mes courgettes. Et je vais les laisser rissoler
façon à ce qu'elle prenne un peu de couleur en fait. On va dire, bon, je vous ai dit 10 minutes, mais bon, environ 10 minutes, je pense que ça devrait aller très très vite. Donc voilà, je vais les laisser à peu près 10 minutes. Donc les courgettes commencent à prendre une belle couleur. Donc je les laisse encore 3-4 minutes et je vais pouvoir après les égoutter et continuer la préparation. Ça chante. Donc le temps que mes courgettes égouttent un peu, donc je vais préparer la pâte. Donc 180 g de farine, un sachet de levure chimique, je vais mettre mes 3 œufs, centilitres de lait, et je mélange. Je vais y ajouter mes courgettes. Il reste encore 2. Le thon à la catalane. J'ai coupé le temps d'égoutter, de finir de préparer pour le chèvre que je vais rajouter à la préparation. Oups. Et je vais mettre cette préparation dans le moule à cake. Je sèle et je poivre. Et je vais mettre au four 45 minutes.
à 180 degrés pendant 45 minutes. Donc nous sommes à 45 minutes. Donc maintenant je vais laisser refroidir, on va dire une petite heure avant de le démouler et de le servir. Donc voilà, après refroidissement, ce que ça donne. Ça sent super bon, donc je pense qu'on va bien se régaler. Donc plus qu'à déguster. Avec une bonne salade verte, carottes. Bon appétit!